Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre revue de presse hebdomadaire. Aujourd'hui, dans nos grands titres, nous reviendrons sur les conséquences de Chido et Dikeledi, les deux événements qui ont bouleversé Mayotte. En effet, nous évoquerons la reconstruction et la loi d'urgence Mayotte, une mesure qui soulève de nombreuses interrogations sur sa mise en application et ses effets concrets sur l'île. Nous aborderons les visites ministérielles de Manuel Valls et Elisabeth Borne à Mayotte, ainsi que les inondations et la gestion de déchets à Mayotte. Ensuite, nous parlerons de la rentrée scolaire. Entre manque d'infrastructures et grève des enseignants, la situation reste tendue. Et nous terminerons par le mois sacré du Ramadan en se demandant comment les Mahorais vont-ils préparer le mois du Ramadan. Et comme nous évoquions dans le titre, après le passage dévastateur du cyclone Chido fin 2024, la reconstruction de Mayotte s'impose comme une priorité nationale. Dès les premiers jours, des visites ministérielles et présidentielles ont eu lieu, promettant un soutien à la hauteur des enjeux. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement a rapidement élaboré une loi d'urgence pour Mayotte, destinée à accélérer les travaux et à simplifier les démarches administratives. Adoptée partiellement par l'Assemblée nationale en janvier 2025, puis validée par le Sénat début février, cette loi prévoit la mise en place d'un organisme public dédié à la coordination des efforts de réhabilitation. Parmi les mesures phares figurent la réparation rapide des infrastructures, l'accompagnement des populations sinistrées, ainsi que des ajustements réglementaires pour favoriser la reconstruction. Un enjeu crucial porté avec détermination par Estelle Youssoufa, députée de Mayotte et rapporteure du texte. Elle s'est battue pour une prise en compte précise des besoins locaux, notamment en matière de recensement des victimes, d'urbanisme et d'accès au marché public pour les petites entreprises. Grâce à ces dispositifs, la loi d'urgence ambitionne d'apporter des réponses concrètes et adaptées aux défis que Mayotte doit relever après cette catastrophe. Tout de suite, une vidéo d'Estelle Youssoufa. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes députée lyotte de Mayotte, rapporteur de la loi d'urgence autour de Mayotte. Rappelons-le quand même, Mayotte, cette île française par choix, française depuis 1841. Et je vous demanderai bien sûr, Estelle Youssoufa, des nouvelles des Mahorais près d'un mois et demi après le cyclone Chido. Mais tout d'abord, dans l'actualité politique, vous le savez, depuis 48 heures, c'est un mot qui enflamme les débats, celui de submersion. Le Premier ministre persiste et signe, alors qu'il est attaqué, vivement attaqué par la gauche, qui reproche à François Bayrou de reprendre les mots de l'extrême droite. Vous avez souvent dénoncé le désordre migratoire à Mayotte et plus largement dans d'autres départements français. Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a une submersion aujourd'hui? Alors pour le coup, pardon de vous corriger, mais j'ai toujours dénoncé le problème migratoire à Mayotte. Et je pense que je n'ai jamais parlé des autres départements. Mais ma question, c'est les autres départements. Ben oui, mais c'est précisément ça, c'est-à-dire que je vois bien qu'on utilise Mayotte comme un ballon de football pour faire ses joutes oratoires, faire ses postures, essayer de gagner quelques semaines à Matignon, mais qu'en fait, le sujet migratoire à Mayotte, c'est la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie en situation irrégulière. Ça n'a rien à voir avec aucun autre département. Par contre, effectivement, on sent bien que, vu la difficulté des négociations avec les socialistes, le Premier ministre va vers l'extrême droite et c'est son jeu politique. Mais moi, ça ne change rien à la situation à Mayotte. Parler de submersion, se faire un petit débat sémantique, ça ne protège pas ma frontière. Il n'y a toujours pas de protection. Mais il n'y a toujours pas de protection de la frontière à Mayotte. Mais ça fait des mois qu'on demande. Le Premier ministre a toute la latitude pour envoyer un message comme M. Rotaillot à ses services pour dire pas d'étude de demande d'asile à Mayotte, pas de prolongation ni de délivrance de titre de séjour parce que les services d'État sont par terre. Donc c'est inertie totale au niveau de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Et on a des bateaux qui continuent à arriver depuis le lendemain du cyclone.
Mais par contre, on se permet d'aller utiliser Mayotte pour justifier sa petite cuisine et ses petites batailles dans l'hémicycle. Une justification, vous êtes député élu de Mayotte, mais vous avez un regard, évidemment, vous êtes député français. Bien sûr, je suis députée de la Nation, évidemment, je représente la première circonscription. Donc ma question, certains affirment, et je vous pose la question, est-ce que ce qui se passe à Mayotte peut préfigurer de ce qui peut se passer ailleurs sur le territoire? Vous dites non, Mayotte c'est malheureusement, si je puis dire, un cas unique et exceptionnel. Mayotte est prisonnière de sa géographie. On est à 500 km des côtes africaines, 60 km des Comores qui nous revendiquent. L'immigration à Mayotte, c'est quand même l'instrumentalisation des flux migratoires pour prendre le contrôle du Nil. C'est les Comores qui revendiquent Mayotte et qui envoient leur population en disant les Comoriens sont chez eux et on prendra le contrôle de ce département français. C'est ça l'immigration à Mayotte. Ici, dans l'Hexagone, à ma connaissance, aucun migrant ne vient et dit « je suis chez moi » dans le sens où c'est l'Algérie, ou c'est le Maroc ici, ou c'est le Sénégal ici, ou c'est le Mali ici. C'est pas le cas de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des zones dans notre pays, dans l'Hexagone, où je pense aussi à la Guyane, où la proportion entre les étrangers et les Français est totalement déséquilibrée. Ça, je ne le nie pas. Mais je pense que personne n'a conscience de ce qu'il se passe à Mayotte dans sa réalité. Quand vous êtes dans certaines classes avec 80-90% des élèves qui sont étrangers, la plupart, la quasi-totalité en situation irrégulière, quand vous avez 80% de la patientèle à l'hôpital qui est étrangère et qui ne paye pas ses soins parce qu'il n'y a pas l'aide médicale d'État. Ce n'est pas la situation dans l'Hexagone. Mais ça ne veut pas dire que, compte tenu de ce que projette, par exemple, l'ONU sur l'immigration dans les décennies qui viennent, qu'on ne va pas vers des flux migratoires très importants. Me revient à l'esprit une phrase d'ailleurs d'un homme de gauche. Il est classé ainsi, Daniel Cohn-Bendit, qui avait parlé, alors là, ça avait provoqué aussi des cris d'orfraie de remplacement, de grands remplacements à Mayotte. À Mayotte, c'est malheureusement le cas. Moi, je suis... en reprenant les termes tels quels. Moi, je suis pour le coup, et vous m'avez jamais entendu ni parler de submersion, ni parler de grands remplacements, parce que je pense que ces questions sémantiques, en effet, jouent le rôle d'écran de fumée, et comme on est tous dessus, on ne parle pas du sujet, on ne trouve pas de solution. Vous ne voulez pas les utiliser parce que, non pas parce qu'ils sont marqués, selon vous, idéologiquement ou politiquement, mais parce que c'est un écran de fumée qui ne nous permet pas d'aborder le sujet. Regardez, on a eu le débat dans l'hémicycle, et puis tout le monde a perdu de vue le sujet, qui est pourquoi est-ce qu'on ne protège pas la frontière à Mayotte? Pourquoi est-ce qu'on continue à délivrer des papiers? Monsieur Retailleau pond sa circulaire, il n'y a pas un mot sur Mayotte. Ce qu'il a pondu la semaine dernière ne s'applique pas sur mon territoire. Donc je veux dire, à un moment, il faut juste arrêter de se servir de Mayotte pour aller dire... Servir de Mayotte, c'est terrible. Mais on se sert de Mayotte. Vous avez entendu le Premier ministre avoir Mayotte à la bouche alors qu'il n'y a donné aucune consigne à son préfet pour arrêter la délivrance de papiers à Mayotte, alors que tous les services de l'État sont totalement désorganisés, qu'on n'a plus de radar qui fonctionne, qu'on n'a pas plus les bateaux de la gendarmerie et de la police à l'air et aux frontières pour aller protéger notre frontière. Les bateaux continuent à arriver quotidiennement. Soit dit en passant, le fait que Mayotte soit par terre et qu'on continue à avoir des migrants prouve bien que le sujet n'est pas la pseudo-richesse de Mayotte. Le sujet, c'est bien d'obtenir des papiers. Vous décrivez, et ce matin vous le faites, je vous en remercie sur CNews et Europe 1, Estelle Youssouf, ce que vous vivez, ce que vous voyez. Pourtant, certains élus, en particulier de gauche, affirment qu'il n'y a pas d'immigration ou de submersion comorienne à Mayotte parce qu'il y a des liens familiaux, parce qu'il y a des liens culturels. Et eu égard à ces liens, ils estiment que c'est pas une submersion, que c'est pas un remplacement. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, vous l'entendez si, je l'entends très bien. Si le sujet des frontières était un sujet seulement culturel, linguistique ou de proximité géographique, la France, ce serait aussi la Suisse romande et la Belgique. Faut arrêter ce type d'ineptie. Les frontières sont politiques. Si les sujets des frontières, c'était uniquement la proximité culturelle, linguistique ou familiale, les Antilles seraient un seul et même archipel avec un seul et même pays. Donc en fait, cette mauvaise foi, elle est désagréable, elle est insultante parce qu'en fait, elle sous-entend que Mayotte n'a pas à être française. On se permet un discours sur Mayotte qui est totalement inacceptable. À quel moment est-ce que la gauche ne pourra pas assumer que, effectivement, Mayotte a choisi de rester française et que les Comores sont indépendantes? Parce que ce qui est sous-jacent dans ce discours, c'est de dire Mayotte, au fond, est comorienne et il faut laisser ce département, malgré le choix que nous avons fait, nous, Mahoraises et Mahorais, de rester français. Nier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Oui, mais c'est la partie sympathique d'une partie de l'hémicycle qui n'a aucune honte à défendre en commission ou dans l'hémicycle les Comores et qui nie complètement la revendication territoriale des autorités comoriennes. Il y a 2 semaines seulement, le président comorien donnait encore une très longue interview sur France 24 pour expliquer que Mayotte est comorienne, comme ils le font chaque année, par exemple à l'ONU, ou quand ils le font aussi à l'Élysée, puisque quand même on a une relation qui est très malsaine avec les Comores. Et quand le président de la République déroule le tapis rouge, comme tous ses prédécesseurs, au président comorien, il enjambe la question de Mayotte. Quand le Quai d'Orsay ne dit strictement rien à chaque déclaration où les autorités comoriennes réclament Mayotte, bah là, silence radio. Moi, j'ai quand même une diplomatie qui est toujours en train de se pavaner partout, à défendre la veuve et l'orphelin à des milliers de kilomètres, mais quand il s'agit de ses propres ressortissants, pas un son, pas une image. Sur l'aide au développement, il n'y a rien. Parce que la comparaison était différente avec l'Algérie. On attend de voir ce que fait la France. Et là encore, il y a eu, vous l'avez vu, la demande d'expulsion d'un influenceur algérien qui a été suspendu. Il y a des liens, si je puis dire, particuliers, historiques avec l'Algérie, mais avec les Comores. Pourquoi la France ne tape pas du poing sur la table, selon vous? Moi, ce que je constate, c'est qu'on est a priori normalement toujours une grande puissance et qu'on est réduit à serrer la main, baiser les pieds d'un minuscule pays ultra corrompu qui envoie sa population à la mort pour prendre le contrôle de notre département. Alors évidemment, il y a les restes de la France-Afrique, visiblement un pays qui rend service à la France. J'aimerais bien savoir lesquels, mais de toute façon, ce n'est pas le sujet. C'est que ces services que rendraient les Comores à la France ont un prix. C'est une partie du territoire national. Et ça, c'est inacceptable. Moi, je veux bien toute la petite cuisine qu'il peut y avoir entre 2 États. C'est la raison d'État, certainement, mais l'État, c'est quand même respecter nos frontières, c'est inscrit dans la Constitution. On doit respecter l'intégrité territoriale nationale. Et ça, c'est quand même ce que semble beaucoup oublier une partie de la classe politique, mais aussi de la haute administration, parce qu'il faut quand même constater que cette question-là a survécu aux décennies, ça dure depuis 1976, et que quelle que soit la couleur politique des uns et des autres, on voit cette même ligne. Les fonctionnaires... On voit cette même ligne. Vous entendez parler du sujet qui date depuis 1976. C'est-à-dire que quelle que soit la couleur politique, par exemple, quand on était hier en commission à parler de la limitation du droit du sol à Mayotte en commission des lois, il y avait quand même un débat avec une partie des élus de gauche et une élue socialiste qui a rappelé, oui, mais on n'appliquait pas le droit du sol jusqu'en 93 à Mayotte. Et les mêmes qui sont en train de parler des grands principes en disant, vous savez, abroger le droit du sol à Mayotte, ça abattrait la République, c'est la fin de tous nos principes. Je dis, mais ma chère, jusqu'en 92, c'était le président Mitterrand qui était aux affaires. Et là, la gauche n'est pas allée hurler au Conseil constitutionnel parce qu'il n'y avait pas le droit du sol pour les étrangers à Mayotte. Marianne dormait sur ses 2 oreilles, la République était intacte. Et puis là, vous êtes en train de nous dire, alors qu'on voit un flux migratoire qu'on ne connaissait pas avant 93, on ne connaissait pas ces flux migratoires avant 93. Et là, vous êtes en train de nous dire, pousser des hauts cris en disant, il faut mettre fin, il faut empêcher toute modification pour Mayotte parce que ça pourrait avoir un risque de contagion dans l'Hexagone. Mais expliquez-nous, Estelle Youssoufa, vous êtes une femme de terrain et on entend ce que vous dites que la question n'est pas sémantique, savoir s'il y a une submersion, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que vous estimez... Pour le moment, on ne fait rien. On l'a bien compris. Mais est-ce que vous estimez que l'immigration comorienne est même encouragée? Mais dans ce cas-là, dans quel but? Elle est encouragée par d'effacer Mayotte. Oui, les autorités comoriennes, les autorités comoriennes ont inscrit dans leur constitution que l'île de Mayotte leur appartenait. Et des élus français encouragent. Et ce sont souvent d'ailleurs des binationaux. Mais oui, ce sont des autorités comoriennes qui ont souvent le passeport français. Nous, Paris, qui avons la Banque de France à laquelle est adossé le franc comorien, ne saisissons aucun des biens de ces personnes qui revendiquent Mayotte, qui utilisent le trafic humain pour envoyer des migrants à Mayotte, parce que les Comores sont maintenant passés à un autre niveau de déstabilisation de Mayotte. Avant, c'était uniquement des migrants comoriens. Maintenant, les Comores servent de plateforme pour envoyer des migrants qui arrivent du continent africain. Et on se retrouve depuis 3-4 ans avec une poussée des demandes d'asile de migrants africains qui arrivent et qui transitent par les Comores, avec des passeurs comoriens. Donc en fait, un demandeur d'asile a beaucoup plus de droits qu'un migrant, un simple migrant.
Parce que les Comoriens, c'est 67% de la natalité à Mayotte. 67% de la natalité à Mayotte. Ce sont des parturientes comoriennes qui viennent pour obtenir des papiers. Et vous faites face à des élus qui vous tiennent tête. J'écoutais l'écologiste Dominique Voynet qui a dirigé l'Agence régionale de santé de Mayotte qui estime à propos de la... Madame Voynet, c'est formidable. C'est une femme qui est sortie de l'oubli politique et du désert qu'elle traversait en se refaisant une santé dans sa carrière, en prenant l'ARS de Mayotte, qu'elle a créé de toutes pièces, et qui a le pire bilan de la crise Covid de France sur le territoire le plus jeune de France. Mayotte a connu une mortalité une mortalité pendant la crise du Covid qui est scandaleuse alors que la moitié de sa population a moins de 20 ans. C'est un désert sanitaire. Le bilan de Madame Voynet à Mayotte, c'est une catastrophe qui devrait être jugée. Jugée, et je pèse mes mots. Et cette femme se permet de prendre la parole systématiquement pour Mayotte en crachant sur les Mahorais matin, midi et soir dans chacune de ses prises de parole. Elle rejette l'idée selon laquelle les Comoriennes se précipiteraient à Mayotte pour espérer mettre au monde un enfant français. Je trouve que c'est indigne. C'est à se demander ce qu'elle a fait à l'ARS, puisque c'est 67% des naissances à l'hôpital de Mayotte. L'hôpital de Mayotte qui a rendu gratuit l'accouchement pour les étrangères par dérogation. On en est là. Et donc on a toute une partie de la gauche qui conteste le fait que Mayotte est française, qui sous-entend qu'il ne devrait pas y avoir de frontières entre Mayotte et les Comores. Et c'est ça le fond du sujet. Il y a aussi le cycle de violence à l'endroit des forces de l'ordre. Estelle Youssoufa, c'est une information Europe 1. 10 000 blessés au sein de la gendarmerie l'an passé. Et près de la moitié des gendarmes agressés en Outre-mer, alors Nouvelle-Calédonie, Martinique et Mayotte aussi. Qu'est-ce qui est en train de générer cette violence qui s'enquiste aujourd'hui ? Moi, je pense que ce que vous dites est très important. Par exemple, dans la nuit de mardi à mercredi, les migrants qui sont abrités dans un collège, le collège de Koualé, où donc les élèves ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on accueille des migrants, ces migrants africains ont attaqué les forces de l'ordre, des policiers, qu'ils ont caillassés très violemment. C'est ça le quotidien à Mayotte, des caillassages et des violences. Des migrants qui attaquent des forces de l'ordre. Et ce sont nos forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes qui risquent leur vie pour protéger la population. Moi, à chaque fois que je les rencontre, je les remercie parce qu'ils sont loin de leur famille. Ils sont dans des missions extrêmement difficiles, extrêmement dangereuses. De nombreux gendarmes reviennent blessés avec des blessures qui sont invalidantes de manière permanente par rapport à ce à quoi ils font face à Mayotte. Et c'est particulièrement difficile. Quand j'entends, par exemple, à La Réunion, qui est en train de hurler parce qu'il y a de la violence qui est importée de Mayotte, qui arrive à La Réunion, les élus réunionnais ont tous protesté et mis le drapeau en berne quand il y avait l'opération Wambouchou à Mayotte pour ramener l'ordre et la sécurité. Alors, à un moment, il faut aussi rendre hommage à nos forces de l'ordre, comprendre que la violence que l'on connaît à Mayotte est inadmissible et rappeler que la sécurité est un droit inscrit dans la Constitution. On va conclure. Vous êtes rapporteur de la loi d'urgence autour de Mayotte, Estelle Youssoufa. Vous inquiétez de ce que prévoit le budget à quelques heures de la commission. De ce que ne prévoit pas le budget pour la reconstruction de Mayotte, c'est ça qui m'inquiète. Trop peu, trop tard. Peut-être rien. Il y a environ 250 millions pour reconstruire 375 km². Le compte n'y est pas. Et on a besoin de savoir comment est-ce que l'État compte reconstruire et avec quel argent compte reconstruire Mayotte. Et pas reconstruire comme on le voit à l'image sur CNews, sans bidonville. On veut reconstruire mieux, on veut reconstruire correctement et certainement pas avec les bidonvilles. Et donnez-nous des nouvelles parce qu'il y a quelques semaines, les distributions alimentaires et les distributions en eau étaient insuffisantes. Quelle est la situation aujourd'hui? Et rappelons-le quand même, la population de Mayotte n'a pas accès à l'eau courante tous les jours. Non, on a toujours des coupures d'eau extrêmement importantes au point que là, il y a une centaine d'hectares qui sont partis en fumée parce que les pompiers n'ont pas d'eau pour éteindre les incendies. On connaît une catastrophe écologique qui est gravissime avec le cyclone. Mais Mayotte est courageuse, mais c'est vrai que, et ça je veux le dire ici, la solidarité nationale nous touche énormément. On est très touchés. La Fondation de France a récolté 40 millions d'euros de dons pour Mayotte. Et ça, c'est un grand merci. Mayotte est courageuse et vous l'êtes aussi, évidemment, et on l'entend. Merci. C'est vous tous qui nous donnez du courage. Merci Estelle Youssoufa. Bonne journée et à bientôt. Vous aussi. Je voudrais revenir sur, évidemment, cet amendement qui vise à abroger le droit du sol à Mayotte. J'en ai déjà parlé. Vous connaissez la situation du département. Mais revenir sur ce qui a été expliqué un peu plus tôt. Depuis le cyclone Chido, il y a plus de 8 semaines, arrivent quotidiennement des migrants à Mayotte, par bateau, par dizaines.
nous expliquer que les personnes viennent à Mayotte pour avoir de l'eau, à manger, une éducation, accès à la santé ou la richesse, ce que vous venez encore de réaffirmer, sur une île où plus rien ne fonctionne, c'est simplement nier la réalité de ce qui se passe sur notre île. Évidemment que la seule chose qui fonctionne toujours, malgré la demande insistante des élus mahorais, c'est de continuer à donner des papiers. Ça fonctionne toujours. C'est-à-dire que la préfecture de Mayotte continue à donner des permis de séjour, à renouveler les titres et à continuer à examiner les demandes d'asile. Donc on se retrouve avec une situation où il n'y a plus de radar qui fonctionne, les bateaux de la gendarmerie ont été détruits, c'est-à-dire que nos frontières sont grandes ouvertes, les migrants ont parfaitement reçu le message et ils continuent à arriver. Mais vous soutenez que ça n'a rien à voir avec la situation d'obtention de la nationalité. Vous continuez à affirmer que c'est pour la pseudo-prospérité de Mayotte, quel que soit son état. Mayotte est à genoux, il n'y a plus rien qui fonctionne, mais vous dites, on est là parce que c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous êtes dans le déni total de ce qui peut se passer. Le deuxième déni qui est le vôtre, c'est les revendications territoriales des Comores sur Mayotte. Et que vous soutenez en fait dans vos rangs. Parce que vous continuez à nier le choix des Français, des Mahorais de rester français. Vous continuez, vous, des pseudo-démocrates, à nier le vote qu'on a mis dans nos urnes à plusieurs reprises pour rester français. Ce qu'on est depuis 1841. Vous, ici, vous venez nous parler de liberté, d'égalité, de fraternité et vous refusez aux Français de Mayotte le droit de rester français. Parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Merci, Madame la députée. Pour l'amendement 87, qui le défend du groupe UDR. C'est vous? Allez. Ça fait quelques semaines qu'on vous voit passer à la télévision, qu'on vous voit ici défendre Mayotte. Où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes mahorais et mahoraises et que vous ne l'avez pas fait? Où étiez-vous? Bien sûr, vous n'étiez pas là. Allez-y, Madame la députée. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Aucune décence. Non mais vous pouvez. De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Non mais vraiment. Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que, c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Eh ben voilà, un petit conflit territorial se règle avec un concert. Parce que franchement, il n'y a que ça de mieux. La musique, et puis voilà. C'est comme ça que vous prenez le drame qu'on vit à Mayotte. C'est comme ça que vous prenez l'intégrité territoriale. Vous vous asseyez dessus, vous allez danser, et puis après vous festoyez avec nos adversaires. Parce que vous trouvez que défendre l'intégrité territoriale, un département français, c'est une vaste blague. Merci, Madame la députée. C'est une honte. Merci. Donc je vais défendre mon amendement. Reste à voir comment ces engagements se traduiront sur le terrain dans les mois à venir. Avant que la loi d'urgence soit adoptée au Sénat, une visite ministérielle a permis d'évaluer concrètement la situation à Mayotte et de discuter des actions à entreprendre sur le terrain. Dès lors,
Le 29 janvier 2025, une visite ministérielle a eu lieu à Mayotte, notamment avec Manuel Valls, ministre des Outre-mer, et Elisabeth Borne, ministre chargée de l'Éducation nationale, pour évaluer les impacts du cyclone Chido et discuter de la mise en œuvre des mesures de reconstruction. Les deux ministres ont d'abord rencontré les autorités locales avant de se rendre au collège de Chiconi, l'un des établissements scolaires les plus gravement touchés par le cyclone. Ce collège ainsi que plusieurs autres infrastructures ont subi de lourds dégâts, mettant en évidence l'ampleur du travail à réaliser. Les ministres ont également visité le village de Mbouini, dévasté par les inondations causées par la tempête Dikeledi. Cette visite a permis de mettre en lumière les défis qui restent à relever, notamment en matière de relogement, d'infrastructures et de soutien aux populations vulnérables. Les Mahorais attendent des actions concrètes pour répondre à leurs besoins urgents. Mais alors que la situation reste fragile, la rentrée scolaire se retrouve également marquée par ces événements. La rentrée scolaire de janvier 2025 a été fortement perturbée par les cyclones, avec de nombreuses écoles fermées ou fonctionnant dans des conditions difficiles. La situation d'une scolarité normale se pose à Mayotte. À Chiconi, des efforts sont en cours pour réouvrir les établissements scolaires, mais la situation reste délicate. Le collège de Chiconi, par exemple, a subi des dégâts importants, mais des travaux de réparation ont été entamés pour permettre la reprise des cours. Cependant, en raison du manque d'infrastructures et du nombre élevé d'écoles fermées, des rotations sont mises en place pour les quelques écoles ouvertes. Les élèves alternent entre les matinées et les après-midi. Cette organisation permet de limiter l'impact des fermetures, mais elle reste source de tensions pour les familles et le personnel éducatif déjà confrontés à d'autres défis tels que les grèves des professeurs ou encore leur absence. Et après les problèmes d'infrastructure, la situation des inondations soulève de nouvelles préoccupations pour l'île. Le week-end dernier, l'île a été mise en vigilance jaune forte pluie et orage. Certains endroits de l'île se sont retrouvés submergés par les eaux, notamment à Mangajou où la circulation a dû être interrompue, à Porowani où un éboulement a entraîné la chute d'arbres sur la route, ou encore à Bandjélé, là où l'accès aux habitations s'est fait difficilement à cause du niveau d'eau et du manque d'évacuation qui permettrait à l'eau de s'évacuer. L'île de Mayotte est encore plus fragilisée depuis le passage du cyclone Chido. Malgré les dégâts d'inondation et les pluies abondantes, paradoxalement, les tours d'eau ont toujours lieu sur l'île. Les inondations laissent place à une question écologique. Comment gérer la montagne de déchets laissés par les cyclones ? Après le passage des cyclones, Mayotte fait face à une crise environnementale sans précédent. Près de 10 000 tonnes de déchets ont été collectés sur 50 sites temporaires répartis sur l'île. Pour éviter une catastrophe sanitaire, la préfecture a mis en place un plan d'urgence visant à traiter ces déchets rapidement. 2 mesures ont été annoncées. Une partie des déchets sera évacuée vers l'installation de stockage de Dzoumogné, tandis que l'autre sera brûlée sur un site unique à Ajangwa. Cette dernière solution, bien que dérogatoire aux règles sanitaires habituelles, a reçu l'aval des autorités environnementales et sanitaires, notamment pour limiter les risques de contamination et de propagation des maladies. Le brûlage sera encadré par des experts avec un suivi strict de la qualité de l'air par l'association Awa Mayotte en collaboration avec l'Agence régionale de santé. Appréciée en images, l'une des premières opérations réalisées sur le terrain. On est à Ajangwa, sur un site de l'ancienne décharge de Tetrama. Et en fait, on est sur le début des opérations de brûlage des déchets. En effet, suite au cyclone Chido, il y a une quantité extrêmement importante de déchets qui s'est accumulée à Mayotte, qui a été enlevée des voies publiques, des habitations et mise dans des zones tampons. Mais aujourd'hui, ces zones tampons sont extrêmement importantes. On ne peut pas tout amener à l'ISDND, qui est le centre d'enfouissement habituel. Du coup, le préfet, exceptionnellement, a autorisé le CIDEVAM à brûler une partie des déchets, puisqu'ils peuvent représenter à terme un risque pour la santé, la salubrité publique et bien sûr pour l'environnement également. L'acteur responsable, puisque c'est le responsable du traitement des déchets à Mayotte, c'est le CIDEVAM.
appuyé bien sûr par l'État, qui a confié cette opération donc à l'entreprise MAP, qui a tout son matériel et ses agents pour mettre en place effectivement ce brûlage. Et on a bien sûr le SDIS qui est également associé, ainsi que l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour garantir la sécurité de l'opération. Actuellement, il était nécessaire qu'on fasse quelque chose, puisque de toute façon, les ordures ménagères, c'est quelque chose de très dangereux, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. La solution a été apportée, nous on la met en œuvre actuellement. On le fait parce qu'il y a nécessité de le faire. Donc on espère que nos installations se feront rapidement réparer, et qu'on puisse continuer à traiter le déchet convenablement selon la réglementation et par rapport à la protection de l'environnement. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour gérer efficacement cette crise écologique qui impacte déjà la vie quotidienne des Mahorais. Enfin, avec le Ramadan qui approche, la question de la préparation alimentaire devient cruciale pour la population locale. Dans un contexte de crise, les Mahorais devront faire face à de grandes difficultés, avec des cultures agricoles dévastées et une dépendance accrue à l'aide extérieure. La population pourrait revoir ses habitudes alimentaires. Les Mahorais, majoritairement musulmans, devront peut-être adapter leur consommation et une question se pose. Trouveront-ils suffisamment de ressources pour ce mois sacré ? Merci de nous avoir suivis et écoutés. C'était la revue de presse hebdomadaire. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et nos plateformes. À très bientôt.